Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, Mesdames et Messieurs, chers amis. Mes premiers mots seront pour vous, Monsieur le Premier ministre, pour vous remercier de nous accueillir durant ces journées à Erevan. Pour vous féliciter aussi de la parfaite organisation de ce sommet qui intervient à un moment majeur de l'histoire de votre pays. Vous savez quelle place votre pays occupe dans le cœur des Français. À Paris, Marseille, Lyon ou ailleurs, prononcer le nom Arménie, c'est faire vibrer une corde de la sensibilité nationale. Car l'Arménie n'est pas seulement le nom d'une grande culture, d'une civilisation qui s'enracine dans la profondeur des siècles, le nom d'une des grandes tragédies de l'histoire, qui interpelle l'ensemble de l'humanité. Ce sont aussi, pour mes compatriotes, des visages. Ceux de ces Arméniens français, ouvriers, artistes, militants, entrepreneurs, sportifs, résistants, commerçants, médecins, qui par leur talent et leur énergie ont contribué à bâtir notre pays, qui aiment avec une passion sans limite la France qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine, d'un amour éternel. Et l'Arménie, pour la France et toute la francophonie, c'était aussi une voix qui vient de s'éteindre et qui plonge nos pays dans la tristesse et le deuil. La voix d'un géant de la chanson, d'un comédien de génie, qui disait mieux que toutes les autres nos tourments, notre bonheur, la douleur du temps qui passe, l'insouciance de la jeunesse, qui chantait notre légèreté, avec cette mélancolie qui accompagnait l'exil, notre manière si singulière d'être au monde. Ce chanteur qui représentait la culture francophone partout dans la planète, nous le savions tous, était arménien. Il défendait votre pays et sa mémoire. Il avait su créer pour lui un élan de solidarité lorsqu'il fut frappé par un meurtrier tremblement de terre. Il nous avait appris à admirer, à aimer votre peuple singulier, courageux, indépendant, à lui rendre justice en reconnaissant pleinement l'effroyable génocide dont il avait été victime. Pendant longtemps encore, et c'est la marque du génie d'un homme, nos pays se regarderont à travers ce trésor commun à nos peuples qu'était Charles Aznavour. Monsieur le Premier ministre, Madame la secrétaire générale, aujourd'hui, c'est une famille qui se réunit à Erevan. Une famille aux dimensions de la planète, présente sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Une famille d'une telle diversité qu'elle est un défi à l'imagination. Nous tous, nous toutes, qui lui appartenons, nous n'avons pas la même couleur de peau. Nos dieux n'ont pas toujours le même nom, et certains d'entre nous ne croient pas au ciel. Les climats sous lesquels nous vivons sont si dissemblables que les uns ne connaissent qu'un long été et les autres de rudes hivers enneigés. Nos chants ne se ressemblent pas, même s'ils s'accordent souvent à l'unisson. Nos récits ne puisent pas aux mêmes sources, et ils coulent souvent dans la même direction. Entre nous, il y a eu de nombreuses blessures qui commencent à peine à cicatriser grâce au travail de mémoire. Les langues que nous entendons depuis notre enfance et jusque dans les rues de nos métropoles sont innombrables, comme sont différentes les conditions d'existence de nos populations. Mais cette famille, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, elle est unie.
unis avant toute chose par une langue. Cette langue que chacun d'entre nous, avec nos accents, nos tournures, nos particularités, nous faisons vivre de manière plurielle, mais dans laquelle nous nous comprenons intimement. Cette langue n'appartient à aucun d'entre nous, mais est la propriété de tous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabanckou, de Charles Aznavour et de Youssou N'Dour, de Modiano comme d'Amin Maalouf. Unis. Notre famille l'est, non pas seulement par cette langue, constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. Cette vision que notre langue commune, à travers nos échanges incessants, a contribué à façonner. Cette vision que chaque jour elle réinvente, parce que notre communauté linguistique, comme d'autres communautés linguistiques, est un être vivant qui s'enrichit sans cesse de nouveaux sens, de nouvelles constructions, de nouvelles expériences. Unis. Notre famille l'est par ses idéaux, ses espoirs, ses aspirations les plus profondes, ses aspirations à la fraternité, la paix, la liberté, la dignité humaine, la justice, qui sont le socle même de notre communauté. Ce sommet, aujourd'hui, prend un tour tout particulier. Et vous l'avez évoqué, messieurs les présidents et premiers ministres, à l'instant. Celui que prend le cours du monde. Partout autour de nous, nous voyons les grandes transformations à l'œuvre. Et nous voyons notre ordre international bousculé par les mensonges et une espèce de falsification insidieuse de toute forme de vérité, bousculé par les discours de haine qui montent dans toutes les régions du monde, bousculé par la fracturation de l'ordre international dans lequel, ces dernières décennies, nous avons continué d'avancer et que nous prenions pour établi, bousculé par le recul, les mises en cause dans tous les continents, des libertés fondamentales que nous avons toujours défendues, des combats pour la dignité humaine, l'égalité femmes-hommes et les valeurs qui sont les nôtres, bousculés parce que ce multilatéralisme et le respect qui l'accompagne sont remis en cause dans à peu près tous les continents. Notre principal risque aujourd'hui, c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Vous pensez que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambules. Alors la francophonie, dans tout ça, que vient-elle faire? Non pas simplement dire des mots, même si les mots portent les combats les plus essentiels. Je crois que ce que nous devons en faire, car elle est constamment à réinventer, c'est ce lieu ouvert, infini, constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain. Dans toutes les langues, nous acceptons ou les pires atrocités ou les reculs les plus inacceptables. Dans toutes les langues aujourd'hui, nous acceptons la remise en cause de l'indépendance de la justice, les pires violations des droits des femmes, les pires reculs de l'ordre international qui a été peu à peu construit par nos prédécesseurs. La francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain, ce lieu où dans une langue qui en a conjugué tant d'autres, qui est forte de tant d'autres langues, et qui, sur tous les continents, s'est installée ainsi, et la langue qui ne va pas répéter des mots devenus parfois creux, mais qui sera, comme elle l'a toujours été, la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, la langue d'une conquête ou d'une reconquête, parce que c'est cela, avant toute chose, la francophonie. Et c'est cela ce qui nous unit.
Il y a 84 nations dans la francophonie qui est la nôtre. Du nord au sud, d'à travers toutes les mers. Et entre ces 84 nations, il n'y a pas une nation ou quelques-unes qui viendraient dicter des principes d'en haut. On l'a parfois fait, on l'a peut-être trop souvent fait. Il n'y aurait pas une nation qui dirait la vérité de nos principes, de la démocratie. Nous la portons. Et je me regarde au premier chef en m'exprimant devant vous toutes et tous. La France en aurait la vérité première. Non. Non. Et c'est si vrai que celles et ceux qui ont voulu, penser, fait la francophonie sont ces premiers grands dirigeants africains qui ont voulu reconquérir, réinventer cet espace de langue et de valeur en disant « Mais c'est le nôtre et son avenir est là. Il n'est pas chez vous. Vous nous l'avez parfois imposé. C'est notre histoire commune. Ce sont nos parts de blessures. Mais nous allons en porter notre part. Nous allons porter cette exigence. C'est ça, la magnifique force et vitalité de la francophonie. C'est que c'est une conversion du regard et du langage. Ça n'est pas une leçon donnée par les uns à d'autres. C'est tout l'inverse. C'est la reconquête d'une langue, des valeurs premières, par quelques-uns qui se sont dit, mais ils vivent encore plus fortement chez nous. Alors je vous le dis avec la plus grande humilité, moi qui aujourd'hui suis dans un continent qui vit tant et tant de recul, qui vit la remontée des passions tristes, des haines. Personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit. Mais nous avons tous et toutes une exigence contemporaine à porter, une ambition à porter, celle d'où nous venons, celle que nos pères fondateurs ont voulu pour nous, celle d'une langue qui n'a rien à abandonner, au contraire, et qui se réinvente à chaque instant, celle d'une jeunesse, car c'est la force de la francophonie, et celle d'une exigence démocratique, de valeurs, non pas parce que nous la traînerions avec habitude, avec des mots qu'on ne dit que dans les sommets et auxquels nos peuples ne croiraient plus, non, d'une exigence vitale, vibrante, parce que ces valeurs, elles ont été portées dans la rue d'abord, par des conquérants de tout pays, de tous nos pays, parce que toutes les révolutions, quel qu'ait été leur qualificatif, leur nom, d'indépendance ou de transformation démocratique, d'avènement des peuples qui se sont faits dans nos langues, sont des révolutions avant toute chose de liberté et d'exigence. Alors c'est à l'aune de cela qu'il nous faut regarder aujourd'hui notre francophonie. Notre sommet aujourd'hui ne peut pas être un sommet comme les autres quand nous voyons le cours du monde. Ça n'est pas possible. Et on ne peut pas donner le sentiment que nous égrènerions des mots convenus parce qu'on les a toujours dit. D'abord parce que, je le disais, c'est ce que nous devons à nos grands aînés. La francophonie aura bientôt 50 ans. Et je veux ici rendre hommage aux anciens secrétaires généraux de notre organisation, messieurs Boutros-Boutros-Ghali et Abdou Diouf. Et bien sûr avoir une pensée pour le président Senghor et toutes celles et ceux qui ont accompagné cette magnifique aventure. Leur action, leur vision, leur engagement encore aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont toujours là, nous inspirent et nous accompagnent. Et à la veille de notre cinquantenaire, dès aujourd'hui, et ce, d'ici au sommet de Tunis, notre ambition, notre exigence devra être, à l'aune de cette histoire, de réinventer notre francophonie. Ma première conviction, ma conviction profonde, c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse, doit redevenir un projet d'avenir plein et entier. Oui, notre organisation doit s'adresser d'abord à la jeunesse. On nous a parfois reproché d'être trop institutionnels. C'est souvent injuste, mais pas toujours infondé.
Notre organisation doit renouer avec nos populations, s'adresser à elles, faire la preuve auprès d'elles de ce qu'elle apporte. La population de l'espace francophone est jeune. Ne l'oublions pas. Lui proposer un avenir par l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. Et tout particulièrement la jeunesse en Afrique. Le continent africain est en train de se réinventer. D'aucuns voudraient l'installer dans les imaginaires d'hier, dans les querelles d'hier, dans les fractures d'hier. Mais ce continent est aujourd'hui l'un des plus jeunes au monde. Cette jeunesse est une chance extraordinaire. Et la francophonie a un combat à y livrer. Le combat pour déployer notre langue, nos langues. Mais c'est aussi le combat de nos valeurs partout en Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Le combat contre l'obscurantisme, le combat contre les mariages forcés, le combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, le combat pour nos valeurs et cette ambition. C'est la francophonie qui le mènera dans tous ces espaces et à vos côtés. Et je veux qu'ensemble nous puissions en faire un symbole d'avenir, de reconquête. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des meilleures bibliothèques, des nouvelles technologies, de faciliter l'accès aux meilleures universités, permettre aux jeunes chercheurs de publier dans les meilleures revues, et bien évidemment, combat premier, d'aller à l'école pour tous les jeunes enfants, et en particulier les jeunes filles. La France sera à vos côtés, dans cette famille de la francophonie, et vous le savez, j'ai profondément réengagé la politique de développement française en cette direction. Et c'est un combat pour nous tous que nous menons, contre l'obscurantisme et pour ce destin commun. La francophonie, ensuite, doit se redonner un mandat fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme. La langue française et sa diffusion sont au centre de notre organisation. Et quand je dis la langue française, je parle de nos langues françaises. Son épicentre, je l'ai souvent dit, il n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo ou quelque part dans la région. Notre premier devoir est de changer d'échelle dans le soutien à l'apprentissage de la langue, à la transformation de la langue et à l'ambition que nous devons porter. La francophonie comptera plus de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle. Et si nous savons ensemble nous y prendre bien davantage, et c'est à cette condition que la francophonie sera une force dans la mondialisation, et il faut utiliser tous les outils pour cela. Notre organisation doit aussi se préoccuper de la place du français hors du monde francophone. Elle doit faire campagne, à l'UNESCO notamment, en faveur de l'enseignement obligatoire de 2 langues étrangères. Cela profitera au français, qui est la 2e langue la plus enseignée après l'anglais dans le monde, et naturellement au plurilinguisme. Mais ce que nous devons bâtir ensemble à cet égard, c'est bien un agenda de conquête ou de reconquête pour la francophonie. Notre langue n'est pas installée pour toute éternité à travers nos continents. Et compte tenu de l'enjeu que je viens d'évoquer, de cet enjeu éducatif fondamental, il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous puissions faire davantage encore pour la promotion du français. D'abord, en faire encore davantage la langue des échanges. L'OIF doit ainsi promouvoir le français avec encore plus d'efficacité dans les espaces de référence de la vie internationale où se forge le statut de langue mondiale. Dans les institutions de gouvernance politique, à l'ONU, au sein des organisations régionales comme l'Union européenne et l'Union africaine, on doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue.
en faire une langue encore plus forte du commerce, des affaires, de la diplomatie. Ensuite, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes une langue. Nous sommes la langue de la création. Et là-dessus, laissez-moi vous dire que c'est un combat qui est sans doute l'un des plus importants du siècle qui s'ouvre. Nous échangeons dans les sommets internationaux, pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est imposé, comme quelques autres langues, selon les régions, comme une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue d'usage, je dirais de consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant, et nous devons faire davantage, mais c'est une langue de création. Nous sommes l'espace géographique de valeurs d'imaginaire où l'auteur, le créateur, est la chose la plus importante. Où quand on échange quelque chose, un contenu, une idée, on n'échange pas un bien comme les autres, on échange ce que quelqu'un à un moment a créé, a dit, qu'il a fait. Le mot d'autorité dans notre langue renvoie à cela. L'autorité vient de l'auteur, de celui qui a créé. Il n'y a rien de plus beau, de plus fort que de créer et d'imposer un mot, un poème, une idée, une réalité. Ce qui nous réunit, c'est que dans nos pays, des gens sont morts pour des mots ou des idées. Et il n'y a rien de plus fort. Alors se battre pour que notre langue soit plus forte aujourd'hui, c'est se battre pour que l'auteur soit plus fort, qu'il soit au cœur de ce combat. Et c'est se battre donc pour que, dans cet espace nouveau qu'est Internet, eh bien la francophonie soit présente. Je veux rendre hommage à ce titre au combat et à la grande priorité de nos amis canadiens et québécois qui ont sur ce sujet beaucoup d'idées et ont mené beaucoup de combats sur Internet. Bravo! Et nous allons vous suivre, vous accompagner. Je souhaite en particulier que l'on examine l'ambitieux projet canadien de bâtir, à partir de TV5 Monde, la plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Nous devons nous battre pour défendre partout le droit d'auteur sur Internet et dans les modes de communication contemporains qui sont les nôtres. Parce que c'est simplement se battre pour celles et ceux qui créent ces idées, qui luttent pour les défendre, qui parfois sont tombés pour elles. La francophonie pourrait ainsi s'emparer de ce combat essentiel qu'est celui des auteurs et du parcours entre les langues. À ce titre, je plaide pour que nous puissions organiser un congrès des écrivains de langue française, sur le modèle de ce que font nos amis hispanophones. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela n'a jamais été fait en 50 ans. Ce congrès devrait réunir les grands écrivains, les grands éditeurs, tous ceux dont le métier est la langue, dans tout l'espace francophone. Il devrait prendre acte du changement de statut du français, qui n'est plus simplement la langue de la France, du rôle majeur de tous les continents dans la création littéraire, pour remettre les auteurs au centre. Notre ministre de la Culture y est particulièrement attachée, elle qui a dédié sa vie à l'édition. Et la représentante personnelle, Laïla Slimani, a eu cette volonté, cette idée, et mènera à vos côtés ce beau projet. Le combat pour les auteurs, pour les idées, est le plus beau qui soit. Investissons-le. Ne faisons pas des langues contemporaines simplement des espaces d'usage, comme on dit, de consommation. Ce sont des espaces de création, de réinvention. Et c'est pourquoi aussi je crois que ce combat fondamental pour notre langue, c'est un combat pour le plurilinguisme. Se battre pour la francophonie, ça n'est pas se battre pour rétrécir dans notre langue.
et nos amis qui sont là, en particulier africains, le savent parfaitement, eux qui vivent dans le plurilinguisme, c'est reconnaître la part d'échange, de traduction qu'il y a dans et par le français. La francophonie pourrait ainsi s'emparer du débat sur le français langue monde et soutenir des initiatives comme le dictionnaire des francophones. Je veux que nous puissions conduire et porter. Et je souhaite que nous puissions multiplier les initiatives. Et la France a commencé, et nous avons mis des financements en place pour multiplier les dictionnaires entre les différentes langues de l'espace francophone et le français. Il n'y a pas de dictionnaire aujourd'hui établi entre le wolof et le français. Allons-y, développons-le. Ces langues sont des langues d'échange. Et c'est vrai de tant et tant d'autres langues, du Pacifique, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud comme de l'Amérique du Nord. Je serais également heureux que la francophonie accompagne l'initiative que j'ai prise de rénover le château de Villers-Cotterêts. Nous sommes ici à Erevan et je vous parle d'une ville qui m'est chère, qui est plongée dans la région de France où je suis né. Ce lieu est un lieu auquel nous devons toutes et tous beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour au moins 2 raisons. D'abord, c'est le lieu où a été signée l'ordonnance par François Ier, où il a été décidé que le français, parmi beaucoup d'autres langues, serait la langue utilisée pour les ordonnances, les textes administratifs en France, et qui a ainsi commencé à faire du français la langue officielle. La deuxième raison, parce que c'est la ville où Alexandre Dumas est né, et il a fait rêver dans tous les continents. Eh bien, dans ce lieu où ce texte si important a été pris, dans ce château de Villers-Cotterêts, je veux que nous puissions faire un des lieux de la francophonie, un espace de découverte des cultures francophones dans leurs priorités, un lieu où tous les francophones du monde pourront investir notre imaginaire commun, venir se déplacer, étudier, créer, transformer. Parce que nous sommes un espace du plurilinguisme, parce que nous sommes un espace de compréhension commune. Et donc, au-delà de ce combat pour la langue, c'est le point avec lequel je voulais terminer mon propos, la francophonie est en quelque sorte ce lieu ouvert, universel d'excellence, où nous pouvons réinventer le combat pour les biens communs universels et la réinvention du multilatéralisme. Pour ces 2 raisons que je viens d'évoquer, parce que le français est devenu une langue monde et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe pas s'il refuse la traduction. Ça n'est pas une langue qui écrase les autres, c'est une langue qui se nourrit des autres, qui n'existe que dans un espace de traduction. Et donc c'est une langue qui ne peut vivre, progresser, se développer que si on comprend qu'elle est la langue et que nous sommes donc l'espace commun de cette compréhension commune et respectueuse du monde, sans hégémonie, dans le respect mutuel, que si nous comprenons que nous sommes donc le lieu d'une réinvention contemporaine, d'un humanisme repensant des équilibres nouveaux. Ça doit être cela, la francophonie, une langue tout à la fois d'universel, de traduction, d'auteur, d'échange. Et c'est pourquoi la francophonie a le devoir aujourd'hui de défendre ces biens universels communs qui sont au cœur de notre espace. Au premier chef, l'environnement. Faisons ensemble de ce combat un combat commun. Il n'y a là que des pays qui se battent, quelles que soient les résistances, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Œuvrons ensemble pour un pacte mondial pour l'environnement. Œuvrons ensemble pour de nouvelles avancées et ne rien céder à un scepticisme contemporain qui s'installe. Un autre enjeu essentiel est celui des droits de l'homme parmi nos biens communs, en particulier la protection contre les crimes les plus graves. Là aussi, œuvrons ensemble pour bousculer les règles de nos organisations parfois devenues obsolètes. Ensemble, défendons le fait que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU doit être encadré.
Interdisons son utilisation lorsque de tels crimes sont perpétués. Nous ne pouvons plus accepter que certaines puissances bloquent la condamnation de la communauté internationale. C'est à la francophonie de porter ces combats, d'en finir avec la paralysie, l'irresponsabilité, le cynisme. La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes. Et je veux ici saluer le travail qui a été réalisé par Michaël Jean, à laquelle je rends hommage, qui s'est fortement mobilisé dans ce combat. La francophonie doit être féministe. Et vous avez eu raison, Madame la Secrétaire Générale, de ne rien céder à ce combat. La francophonie doit être féministe. L'avenir de l'Afrique sera féministe, tout comme en Europe et ailleurs. Et je veux ici souligner le courage du président Essebsi, qui, alors que nous vivons la montée des obscurantismes, la montée de celles et ceux qui voudraient enfermer tout un continent dans une lecture déformée d'une religion, s'est dressé et avec courage a pris encore ces dernières semaines des textes fondamentaux pour le droit des femmes, le droit à être libre, le droit dans le mariage, le droit dans l'héritage, alors que tous les autres avaient peur, alors que les obscurantistes disaient de ne pas faire. Le président Essebsi l'a fait et nous devons le soutenir dans ce combat. Et nous serons là, Président. Ne cédez rien dans ce combat. Vous venez d'un pays où l'indépendance a été faite par un grand président qui a éduqué les femmes et les hommes, qui a éduqué les petites filles et les garçons. Vous venez d'un pays qui a été un exemple dans la francophonie et dans la conquête de l'Afrique. Vous venez d'un pays qui nous rend fiers et nous a rendus fiers. Alors nous continuerons à être là. Et ce combat pour le droit des femmes, je demanderai au Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, créé par nos amis canadiens dans le cadre du G7, de le poursuivre dans cette enceinte sous présidence française. Voilà quelques-uns des combats et des solidarités que nous devons avoir les uns pour les autres ensemble, de ces combats contemporains où la francophonie a un sens, n'est pas un club convenu, un espace fatigué, non, c'est un lieu de reconquête, de combat profond et d'une solidarité qui nous lie, Je crois à notre identité commune. Je le disais, elle est faite de blessures, parfois de divisions, mais il y a plus grand qui nous lie. Cette ambition pour le monde et cette langue. Et c'est pourquoi je souscris également à la proposition de mieux partager les bonnes pratiques en matière de politique publique dans tous les domaines au sein de l'espace francophone. C'est vrai que notre communauté est riche d'une diversité sans pareille, mais nous devons mieux en tirer parti, nous inspirer les uns des autres. Le Rwanda, par exemple, est un modèle de parité politique. L'Arménie a une expérience très intéressante en matière d'éducation numérique qu'elle exporte en France. Nous avons chacun, les uns les autres, des expériences à partager pour progresser ensemble. Et c'est pourquoi, pour mener tous ces combats, je souhaite que nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Un travail collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour ainsi adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du XXIe siècle, en nous posant ou reposant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie ? Faut-il se contenter, pour entrer dans notre famille francophone, de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Ne devrions-nous pas être plus exigeants avec nous-mêmes et ne pas chercher à aller toujours plus loin, mais à consolider déjà 84 que nous sommes, ces ambitions et ces combats contemporains que j'évoquais? Ne devrions-nous pas
également revenir sur la rigidité de nos stratégies, de nos programmations qui sont adoptées pour 4 ans, voire 8 ans. Et là aussi, nous pourrions probablement trouver, comme le propose le député Krabal, des moyens de donner une plus grande visibilité, une plus grande influence à nos parlements, à nos sociétés civiles. Ce ne sont là que quelques pistes. Mais je crois que collectivement, nous gagnerions à mener ce combat. Mes chers amis, il y a 15 jours, nous étions avec Charles Aznavour à Paris. Il allait partir pour un concert à Tokyo et il parlait de la joie, l'excitation, je dirais même qui était la sienne, d'être aujourd'hui à Erevan. Ce rendez-vous était important pour lui. D'abord, ce devait être un nouveau rendez-vous avec sa chère Arménie, avec ce peuple arménien dont il restera à jamais le messager, le défenseur, le héros. Et puis, ce devait être un rendez-vous avec notre langue française. Et Charles Aznavour a en quelque sorte une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Cet enfant d'immigrés était sans héritage, sans relation, avait fait peu d'études. Sa première langue était l'arménien, sa deuxième le géorgien. Et il n'y a pas un Français qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. C'est ça la francophonie, c'est ça le français. Ça ne se donne pas en héritage et pour toujours. Ça s'apprend, ça se traduit. Mais d'abord et avant toute chose, ça se conquiert par envie. Camus disait « Mon pays, c'est la langue française. Notre pays, c'est la langue française. C'est un pays qui n'a pas forcément de contours. C'est un lieu infini, mais fait d'exigences, de combats, de morsures. C'est un pays où on est fier d'un mot. C'est un pays où on défend des idées. C'est un pays qu'on acquiert de haute lutte. C'était ça l'histoire de Charles Aznavour. C'est ça la nôtre. Voilà, mes chers amis, les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Nous avons tant en commun et tant à faire. Nous n'avons aucune leçon à nous donner, mais que des combats à mener ensemble. La francophonie, ça n'est pas un espace d'assis, ça n'est pas un lieu de femmes et d'hommes fatigués, ça n'est pas un lieu convenu. C'est une terre d'invention, de conquête. C'est une terre de femmes et d'hommes qui sont toujours les immigrés des autres, toujours les refusés des autres. C'est la langue de tous les asiles, parce que c'est la langue de tous les combats. C'est le lieu de toutes les dignités. C'est notre langue. Et c'est donc aujourd'hui notre responsabilité. Vive la francophonie. Je vous remercie.